Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Annabelle a 15 ans et depuis 6 mois, elle vit à l'hôpital alors qu'elle ne souffre d'aucune maladie. Si elle y réside, c'est parce que chez elle, elle était maltraitée et les services de l'aide à la jeunesse ont décidé de la retirer de sa famille, mais aucune place n'est disponible dans un centre d'hébergement. Des Annabelle, il y en a malheureusement des centaines en Belgique. Aujourd'hui, rien que sur Bruxelles, plus de 500 enfants sont en attente d'un placement. Les services de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse sont littéralement saturés. Avant de leur donner la parole aujourd'hui, je vous propose de regarder quelques images de la manifestation qu'ils ont organisée devant le cabinet de la ministre à Bruxelles il y a quelques jours. Si tu veux aider un enfant, tu peux pas. Allez tout le monde! Tu veux aider un enfant, tu peux pas. Si tu veux aider un enfant, si tu veux aider un enfant, tu peux pas. Allez tout le monde! Tu veux aider un enfant, tu peux pas. Si tu veux aider un enfant, si tu veux aider un enfant, si tu veux aider un enfant, tu peux pas. Si tu sépares la fratrie, c'est tant pis. Si tu sépares la fratrie, c'est tant pis. Si tu sépares la fratrie, si tu sépares la fratrie, si tu sépares la fratrie, c'est tant pis. Si t'es maltraité chez toi, tu restes là. Si t'es maltraité chez toi, tu restes là. Si t'es maltraité chez toi, si t'es maltraité chez toi, si t'es maltraité chez toi, tu restes là. Si tu veux aider un enfant, tu peux pas. Si tu veux aider un enfant, tu peux pas. Si tu veux aider un enfant, si... Et il est temps pour moi de vous présenter nos invités. Alors tout d'abord, Joëlle Picard, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère au service de l'aide à la jeunesse de Liège. À vos côtés, Antonio Fro, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du pensionnat Henri Jaspard, qui est donc un service résidentiel d'urgence, service résidentiel général et service d'accompagnement. On aura l'occasion de parler un peu tout à l'heure du rôle de ces différents services. Vous êtes également porte-parole de ce collectif des acteurs de l'aide et de la protection de la jeunesse bruxellois qu'on a vu ici en images. Et enfin, Michel Méganc, bonjour. Bonjour, vous êtes madame. juge de la jeunesse au tribunal de Bruxelles. Alors, on a vu sur ces images des travailleurs du secteur qui portaient un sac à dos. Quelle est la symbolique finalement derrière ce sac à dos? Alors, il y a plusieurs symboliques et vos auditeurs en ajouteront d'autres s'ils le souhaitent. La première symbolique, c'est de dire que les enfants, lorsqu'ils sont en danger, qu'ils doivent être éloignés de leur milieu familial, doivent parfois passer par plusieurs endroits. Vous avez parlé de l'hôpital, ça peut être un service d'urgence, un deuxième service d'urgence, une famille d'accueil d'urgence, avant d'arriver dans le lieu où ils pourront se poser. Eh bien, le symbole du sac à dos, c'est l'errance. L'errance de ces enfants qui se promènent d'un endroit à un autre, alors qu'ils devraient pouvoir recevoir immédiatement une solution sécurisante et à long terme ou à moyen terme. La deuxième symbolique, c'est tout ce qu'il y a dans le sac à dos. Mais il est évident que ce sont des enfants qui ont été maltraités, des enfants qui ont un vécu incroyable et qui portent tout cela. Et tant qu'on ne s'occupe pas d'eux de manière sereine, dans un lieu adéquat, eh bien, le sac à dos continue à se remplir. Et la troisième symbolique qu'on peut évoquer, c'est le sac à dos des travailleurs. Parce que les travailleurs aussi, ils alourdissent leur sac à dos de toutes ces expériences où ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire à protéger ces enfants, pourtant qu'on leur demande de protéger. Alors, Joëlle Picard, c'est vos services souvent qui arrivent plutôt en première ligne quand il y a un problème dans une famille. Ce sont quoi? Les écoles qui vous préviennent, les services de prévention des jeunes eux-mêmes qui vous sollicitent, et parce que vous êtes dans ce qu'on va appeler l'aide volontaire. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'aide à la jeunesse, on a découpé un peu les choses. La première démarche, c'est de permettre de travailler avec l'accord des gens, des parents, du jeune s'il a plus de 12 ans, vraiment dans une volonté de participation, de partenariat par rapport aux solutions à dégager, par rapport à des difficultés. Alors, ce n'est pas la difficulté du jeune adolescent qui ne range pas sa chambre, évidemment. C'est vraiment des difficultés parfois qui sont plus lourdes et qui peuvent aboutir à un moment donné peut-être à une mise en danger du jeune
par lui-même ou par son milieu. Et donc, on est vraiment dans une volonté de travailler avec l'accord des personnes. C'est la voie d'entrée, on va dire, dans l'aide à la jeunesse. Au niveau des interpellations, ben oui, effectivement, c'est les écoles, c'est les services de police qui sont amenés à intervenir dans un conflit conjugal et qui découvrent une situation un peu dramatique. Ça peut être un service ONE, donc qui s'occupe de la petite enfance. Ça peut être le voisin, ça peut être les jeunes, les parents. Toute personne qui a connaissance de la situation d'un enfant potentiellement en difficulté ou en danger peut nous interpeller et nous, jamais sur base anonyme, ça je souhaite quand même le préciser. Et nous, on va essayer d'aller à la rencontre des personnes et de comprendre ce qu'ils vivent et d'essayer de dégager avec eux des solutions par rapport aux difficultés objectivées avec eux. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de cas de maltraitance physique, de violence physique, mais ce ne sont pas les seules violences ou les seuls cas que vous rencontrez. Alors, la violence est l'extrême, on va dire, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la négligence, c'est-à-dire des parents qui sont dans la difficulté ou voire l'incapacité de répondre à des besoins premiers au niveau de l'enfant, la sécurité, les soins, parfois même la relation affective qui n'existe pas ou qui s'est mal construite au départ. Et puis, effectivement, il y a tout ce qui a la violence physique, c'est une chose, mais il y a aussi toute la violence psychologique que l'enfant peut vivre dans une forme de non-reconnaissance ou de disqualification par rapport à ce qu'il est, etc. Donc ça existe aussi. Mais on a une sorte de curseur qui peut aller d'une intensité faible à une intensité vraiment importante. Et il faut toujours savoir à quel niveau on est pour pouvoir essayer de réfléchir aux moyens ajustés à la difficulté. Et c'est là que parfois ça bug un peu, on va dire entre guillemets, pour pouvoir trouver la bonne réponse, le bon moyen pour répondre à la difficulté. Alors, si l'aide volontaire ne fonctionne pas, ou en tout cas que les parents ne souhaitent pas cette aide, on va passer du coup à ce qu'on appelle l'aide contrainte. Et alors là, je me tourne vers vous, Michel Mégang, parce que c'est quoi? C'est là que vous entrez en jeu, vous, en tant que juge de la jeunesse? Mais nous sommes effectivement saisis de la situation d'un mineur en danger. Donc, ceux qui sont en difficulté n'arrivent pas jusque chez nous, mais il y en a manifestement de moins en moins. Ce sont les mineurs en danger. Lorsque l'aide volontaire n'est pas possible, alors ça peut être les parents ou un des parent qui n'est pas d'accord, ça peut être aussi le jeune éventuellement, quand il a plus de 12 ans, puisqu'on demande son accord, mais c'est lui qui peut ne pas être d'accord éventuellement. Si le danger existe, si l'aide volontaire n'est pas possible, le procureur du roi saisit alors un juge de la jeunesse. Alors la différence entre la Wallonie et Bruxelles est très importante parce qu'on applique des législations différentes, donc je le signale uniquement à ce stade-ci. Moi, je vous parlerai du travail du juge bruxellois qui est différent de celui du juge wallon. Les réglementations sont différentes d'une région à l'autre. Alors, les réglementations sont différentes et du coup, les rôles sont différents. Donc, à Bruxelles, une fois que le SAJ constate que l'aide volontaire n'a pas été possible, qu'elle a échoué et que le mineur est en danger, nous sommes saisis comme juge de la jeunesse et puis nous travaillons sur du moyen et long terme. Ce qui n'est pas le cas en Wallonie. Pour vous expliquer juste le mécanisme, le juge wallon reçoit aussi cette même demande du procureur du roi sous forme d'une citation. À l'audience, il reconnaît s'il y a danger ou pas danger, et dans ce cas-là, il va indiquer quelle est la mesure, le type de mesure qu'il faut, c'est-à-dire un maintien en famille avec une assistance éducative ou un éloignement éventuellement, ou une mise en autonomie quand on a des grands. Et puis, sa saisine se termine là, et c'est le directeur du SPJ qui intervient, là où à Bruxelles, le juge continue tout au long. Il n'y a pas de directeur de SPJ, le mandant, l'organisateur, je dirais, de l'aide protectionnelle et le juge pendant tout le long du travail. Ce qui explique peut-être nos réactions plus intensives dans un premier temps et la carte blanche que nous avons rédigée. Une carte blanche qui a été rédigée au mois d'octobre et qui était vraiment un cri d'alerte, vraiment un cri de désespoir presque du secteur. Je pense que le désespoir est le bon mot, parce que c'est le désespoir de ne pas pouvoir protéger les enfants alors qu'on leur dit. Avoir devant soi un enfant à qui on dit tu es maltraité en famille, ne t'inquiète pas, ta juge est là, elle va t'éloigner de ce milieu pendant un temps pour qu'on puisse faire tout un travail de reconstruction. Mais excuse-moi, tu es 513e sur la liste d'attente, donc tu vas encore un petit peu rester dans ta famille quand même. Tu iras un petit peu à l'internat peut-être, tu iras un petit peu en stage, à vacances vivantes ou autre pendant les congés scolaires. Mais enfin, tu vas quand même rester dans ta famille tant qu'il n'y a pas une place. C'est là qu'on est désespéré de faire des fausses promesses, désespéré de ne pas pouvoir faire notre job, alors que la décision que nous devons prendre, c'est déjà pas toujours facile de dire à un enfant et des parents, vous savez, je vais devoir éloigner votre enfant de votre famille
famille. Ce sont déjà des actes qui sont lourds, mais nous sommes assez sûrs de nous. Lorsque nous prenons cette décision, nous n'avons pas des masses d'hésitation, puisque nous arrivons en fin de tout un parcours, et donc nous avons beaucoup d'éléments qui nous permettent de dire que c'est ça qu'il faut faire. Mais ne pas pouvoir le faire, c'est d'une violence importante. Et pour l'enfant qui, à un moment donné, se dit « ouf, c'est bon ». On va me protéger, ah oui, mais pas tout de suite. Et pour le travailleur qui, à un moment donné, prend une décision qui prend 12 minutes et qui, finalement, va travailler pendant 12 heures pour essayer de bricoler autre chose en attendant de pouvoir avoir la vraie solution. Ouais. Alors, on reparlera aussi du placement et de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais j'ai quand même envie de me tourner vers le troisième acteur du secteur qui est présent sur notre plateau, Antonio Frot. Donc, je le disais, vous êtes directeur du pensionnat Henri Jaspard. Donc là, c'est un service résidentiel d'urgence, service résidentiel général, service d'accompagnement. Alors, quel est votre rôle à vous? Vous allez héberger des enfants qui donc sont placés, où il y a une décision soit judiciaire, soit une décision volontaire, ils sont hébergés. Mais vous ne faites pas que ça, vous ne faites pas que de l'hébergement, il y a vraiment un accompagnement, un travail qui est effectué. Oui, alors vous parlez des 3 missions, c'est des missions différentes. Donc on a, comme vous le disiez, un service d'urgence. Là, c'est un accueil de 2 fois 20 jours maximum pour des enfants qui ont besoin vraiment d'un éloignement rapide et immédiat. Pour quelle raison? Un parent qui décompense, un parent qui est hospitalisé, aucune solution familiale, ou alors comme disait Mme Picard, on a des informations qui viennent de l'école ou du voisinage qui parlent d'une maltraitance. Il faut vraiment éloigner rapidement un enfant. Et donc là, on en accueille 7 de 3 à 18 ans. Donc la mission, là, ça va être de réfléchir à l'orientation à venir qu'on propose alors aux mandants. Et l'orientation à venir peut être un retour en famille, parce que peut-être que cette parenthèse de 2 fois 20 jours va suffire, avec le soutien qu'on peut apporter à la famille. Donc effectivement, il y a des entretiens, des rendez-vous qui sont proposés aux familiers pour mettre en avant l'éventuel retour en famille, parce que ce sera toujours la priorité. Et ça me permet peut-être de dire justement quelque chose qui me paraît important, c'est que tous les acteurs de la jeunesse sont bien conscients du fait qu'un enfant, sa place normalement c'est en famille, et qu'un placement n'est pas une fin en soi. Donc dans n'importe quel cas, on va toujours travailler ce retour en famille dans la mesure du possible. Alors la deuxième mission de mes services, en tout cas, vous parliez du service résidentiel général, voilà, là c'est 42 enfants, de nouveau de 3 à 18 ans, et là c'est sous mandat ou bien du SAJ ou bien du tribunal, aide négociée ou aide contrainte, à part égale, en tout cas dans mon institution. Et voilà, et donc les missions, comme vous le disiez, c'est l'accueil, l'hébergement, mais pas que. Donc on a justement des entretiens réguliers avec les familiers pour dessiner le plus vite possible une solution de retour en famille. Ça reste toujours l'objectif, quoi. Le retour en famille, ça restera en toujours tout cas... le premier objectif du placement. Maintenant, il y a des situations où c'est pas possible, malheureusement, ou alors ça prend un peu plus de temps. Et donc voilà, on prend le temps qu'il faut, et puis s'il n'y a aucune solution de retour en famille qui est possible, on va essayer de trouver d'autres solutions alternatives. On va peut-être proposer une famille d'accueil, pour autant qu'il y en ait disponible. Alors voilà, dans un premier temps d'accueil aussi, on va bien se rendre compte aussi que si un enfant a besoin d'une aide spécialisée, que ce soit un service type SRJ ou Pélopsie, enfin voilà, on a aussi des enfants qui, à un moment ou à un autre, quand ils arrivent chez nous, on se rend compte qu'on a atteint nos limites, on n'a pas les moyens d'un service pédopsychiatrique ou qui aide les enfants qui ont une problématique caractérielle, par exemple. Et puis voilà, donc ça c'est une autre mission. Et évidemment, on accompagne l'enfant dans sa scolarité, on accompagne l'enfant dans un suivi psy extérieur éventuel ou des activités. En fait, le principe, c'est que faire le plus possible en sorte que cet enfant ait la même vie que les autres. C'est-à-dire des activités parascolaires, les scouts, une scolarité suivie. Et voilà, et donc en parallèle de ça, le travail avec les familles d'origine. Ça, c'est pour le service d'hébergement. Et alors, pour ce qui est du troisième service, l'accompagnement, c'est un peu une alternative au placement. Donc l'enfant reste en famille. Là, c'est de l'aide pour des enfants de 0 à 18 ans. On a 25 mandats et un mandat peut aller jusqu'à une fratrie de 3. Et donc, c'est un accompagnement des familles, voilà, comme alternative au placement, comme je le disais. Donc, les intervenants vont sur place, collaborent avec le réseau de manière systémique. Excusez-moi.
avec le réseau, avec les écoles, avec les logements sociaux, et voilà, et avec les familles. Pour que le travail soit fait directement dans la famille et du coup éviter le placement. C'est vrai que dans la législation belge, on voit que la piste privilégiée, c'est vraiment le maintien en famille. Et en même temps, il y a des études qui montrent que parfois, le fait de prendre le problème peut-être plus tôt, d'avoir aussi des hébergements peut-être plus tôt, ça peut être bénéfique. J'imagine c'est toujours une balance à trouver en fonction au cas par cas. Alors c'est du cas par cas, on est bien d'accord. Ça dépend beaucoup d'abord de la problématique de départ, des capacités aussi qu'on va pouvoir mettre en lumière et en avant au niveau des parents, au niveau du jeune lui-même quand il est dans des comportements problématiques. Qu'effectivement, parfois l'éloignement peut être quelque chose de temporaire et qui va permettre parfois de donner l'impulsion à « ah oui, le changement est nécessaire, il va falloir y aller ». Et puis des fois, c'est des déplacements qui vont durer beaucoup plus longtemps parce que l'impulsion ne se fait pas et qu'on est face à une situation vraiment qui ne va pas permettre d'évolution suffisante. Donc le placement doit rester pour nous théoriquement l'exception, mais malheureusement, l'exception, parfois, elle confirme un peu la règle. On est aussi dans des situations où on ne peut pas faire l'économie de cet éloignement-là, malgré le fait qu'on a tenté déjà du travail en famille, qu'on a déjà tenté l'accompagnement, et on s'est rendu compte que ça ne portait pas suffisamment ses effets. Michel Méganc, on l'a dit, plus de 500 enfants aujourd'hui à Bruxelles, rien qu'à Bruxelles, sont en attente d'une solution de placement. Alors, est-ce que c'est un problème uniquement structurel, c'est-à-dire qu'il y a un manque de place structurelle, ou il y a quand même quelque chose qui fait que ces derniers mois, avec les crises successives, il y a une augmentation de la demande? Je pense que la réponse est double. Si je regarde les documents que j'écrivais il y a 5 ans ou les communications qu'on pouvait y avoir il y a 5 ans, il y avait déjà une liste d'attente. Mais elle était sans doute de 200 enfants. Aujourd'hui, elle est de plus de 500 enfants. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a plus au tribunal qu'ailleurs? C'est dans une logique. Les parents, quand ils vont au SAJ, peuvent plus facilement marquer leur accord pour une aide dans le milieu de vie, quel qu'il soit. Et au moment où on arrive au SAJ, à moins que Mme Picard me démente, et qu'on leur dit, écoutez, on constate quand même qu'il va falloir un éloignement, c'est le moment où c'est le plus difficile à accepter volontairement pour des parents. Et donc c'est souvent à ce moment-là que la situation est judiciarisée. Et donc nous arrivons souvent à recevoir des dossiers dans lesquels tout de suite on nous dit il faut placer cet enfant. Raison pour lesquelles, à tort, on trouve que les juges placent trop, mais c'est surtout parce que souvent, lorsque le dossier arrive chez nous, c'est parce que ça a bloqué au niveau... Et que ça fait des mois, voire des années qu'il y a un travail qui a été fait. Voilà, il y a du travail qui a été fait et il a atteint ses limites. Alors, quant à la situation, l'évolution de la situation, moi je suis juge à la jeunesse depuis près de 20 ans, je n'ai pas beaucoup plus de dossiers qu'il y a 20 ans. Si on regarde les chiffres, ils sont à la louche plus ou moins les mêmes. Par contre, le contenu des dossiers a terriblement changé. Quand il y a 20 ans, parfois, la situation d'un jeune arrivé au tribunal, on avait comme problème, il est déscolarisé depuis 6 mois. Aujourd'hui, si c'était que ça, on se réjouirait. Il est déscolarisé depuis 2 ans et demi, il a un papa atteint de maladie mentale qui ne se soigne pas, il a une maman toxicomane qui ne se soigne pas, il n'y a aucune famille élargie parce que ce sont des parents isolés, et puis vous pouvez encore ajouter 2 ou 3 problématiques. Et donc là où je consacrais 1 heure et un entretien à une situation, aujourd'hui je consacre 12 heures et 12 entretiens à la même situation parce qu'elle s'est complexifiée. Donc, il ne faut pas avoir fait des grandes études pour dire que oui, Bruxelles, en tout cas, est plus pauvre aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Un enfant sur 4 qui est placé aujourd'hui est bruxellois. En tout cas, il est bruxellois, il est domicilié, puisque la règle de compétence, c'est les titulaires de l'autorité parentale qui sont domiciliés à Bruxelles. Mais effectivement, il y a 27% des enfants francophones, puisque ce sont ces chiffres-là que nous connaissons, qui est bruxellois, effectivement. Et ce n'est certainement pas Bruxelles qui dispose d'un maximum d'outils et de moyens pour pouvoir répondre à ces demandes. Donc je ne dis pas qu'ailleurs
en francophonie, il n'y a pas de manque. Mais en tout cas, notre boulot a été d'identifier les manques à Bruxelles. Est-ce qu'à Liège, par exemple, on manque de place aussi? Bien sûr, au niveau du SAJ de la division de Liège, puisqu'on est sur des divisions territoriales, la division de Liège, c'est aussi 500 jeunes, plus ou moins, qui sont en attente. Alors, SAJ et SPJ, donc service d'aide à la jeunesse, service de protection de la jeunesse confondus. On a beaucoup plus de jeunes en attente pour les services d'accompagnement où les délais de prise en charge peuvent monter à 1 an et demi. Donc on est vraiment dans des choses qui sont compliquées. Si je dois juste donner peut-être un petit exemple, j'ai une petite fille qui a 15 mois maintenant. Elle en est à son 8e lieu d'accueil, en sachant que maman est à la rue, qu'elle est toxicomane, qu'il y a un papa biologique mais qui n'est pas un papa légal et qui est illégal sur le territoire et je pense qu'il a dû regagner son pays d'origine. Et donc on a cette petite fille-là qui pour l'instant, passe de lieu d'accueil en lieu d'accueil et qui manifeste de plus en plus sa détresse parce qu'on ne sait pas lui proposer de solutions durables et qui, à un moment donné, on est en souffrance nous-mêmes. Alors, c'est un peu particulier de le dire, mais je pense qu'il faut aussi prendre cette dimension-là en compte. La déléguée, moi-même, on est au désespoir de lui proposer quelque chose de stable, de constructif, de bienveillant et d'enveloppant et de sécurisant pour elle parce que les retours qu'on a par rapport à son état de santé et de ses manifestations psychoaffectives sont dramatiques. C'est une petite fille qu'on ne sait plus apaiser, qui peut pleurer, qui peut crier et qui, même dans le contact avec l'adulte, ne s'apaise pas. Et ça, c'est le manque... Alors, peut-être qu'il y aurait d'autres raisons, mais en tout cas, pour l'instant, la seule option qu'on a en termes d'explication, parce qu'on a fait toutes les analyses médicales, etc., autour de cet enfant pour essayer de comprendre son fonctionnement, c'est pas du tout objectivé au niveau médical, c'est pas du tout objectivé au niveau d'une santé métabolique. Donc, la seule option qu'on a, c'est l'explication, c'est on ne lui apporte pas, d'un point de vue psychoaffectif, la sécurité nécessaire. Antonio Fro, Madame Picard disait que elle-même vivait un peu dans la souffrance de ne pas pouvoir proposer de solution à ses enfants. C'est un des problèmes du secteur aujourd'hui, c'est aussi le fait que le personnel est en souffrance, une partie du personnel est en souffrance. Une partie du personnel est en souffrance, oui. Enfin, c'est vrai que les premiers impactés sont les délégués qui tentent de bricoler tant bien que mal les solutions pour ces enfants. Oui, le travail n'est pas simple. C'est pas pour autant qu'on est tous en dépression et qu'on a tous abandonné. Non. Oui, ça je pense qu'effectivement, il faut le souligner, parce que j'ai appelé plusieurs directeurs de services résidentiels pour préparer l'émission, et tous veulent quand même dire que les travailleurs sont motivés. Ils essayent de trouver des solutions pour les enfants et de bricoler. C'est ça, c'est quand même, il faut quand même rappeler que c'est une mission assez fantastique quand même de se mettre au service des enfants. Donc c'est un beau métier. Mais cela étant dit, oui, dans un contexte de travail extrêmement difficile, alors la réalité, c'est ce dont on vous parle et ce dont parle le collectif aussi. Les situations qui arrivent au pensionnat, je parle vraiment de ce que je connais, c'est pas une question de statistique, c'est une réalité. Les situations qu'on reçoit au pensionnat sont des situations qui n'ont pas été prises en charge assez rapidement ou assez profondément. La nécessité de l'écartement familial était présente depuis longtemps. Les situations arrivent en bout de course, les parents sont essoufflés. On a de moins en moins de retours en famille possibles. Ça n'enlève pas le fait qu'on en fait. L'année passée, on en a eu 10 quand même sur les 42, donc ça va, on continue à travailler ça. Mais c'est vrai que les situations sont de plus en plus compliquées. Et donc, concrètement, des exemples concrets, des chiffres précis. Le travailleur du week-end d'un de mes groupes doit s'occuper de 16 enfants seul le week-end, de 4 à 16 ans. Donc c'est quand même une mission un petit peu difficile. Oui, alors, et vous me disiez un psychologue pour gérer tous les cas, et un psychologue qui doit voir les enfants, voir la famille, aller au tribunal. Oui. Le psychologue en hébergement, j'ai un psychologue temps plein pour 42 enfants. Et effectivement, le psychologue est censé voir les familles, c'est sa priorité, mais aussi écrire les rapports, se rendre au tribunal, travailler aussi avec le réseau, en collaboration avec le psychologue individuel de l'enfant qui sera à l'extérieur du pensionnat. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus pour faire avancer les choses. Donc on n'est pas des magiciens non plus. Si on veut vraiment qu'on fasse un travail de qualité, on a besoin de plus d'encadrement. Ça, c'est aussi une réalité, c'est vrai. Alors, il nous reste, on va dire, 4-5 minutes.
J'ai envie de les consacrer quand même à des pistes de solutions. Parce que là, on a pointé les problèmes. Vous avez dit en même temps le secteur, il reste motivé. Alors, vous avez manifesté notamment là en janvier devant le cabinet de la ministre. Il y a une nouvelle manifestation qui est prévue à Bruxelles le 9 mars. La ministre qui a amené quelques réponses. Alors, elle a précisé que des nouveaux moyens seraient débloqués, qu'il y aurait notamment la création de 100 prises en charge supplémentaires en famille d'accueil, minimum 50 prises en charge supplémentaires dans des services d'accompagnement en famille aussi. Michel Mégan, par exemple, effectivement, ces accompagnements en famille d'accueil, c'est une bonne piste pour vous ? Alors, je pense que, pour faire simple, il faudrait que chacun puisse reprendre sa vraie fonction. Aujourd'hui, il y a toute une série d'enfants qui sont en famille d'accueil, souvent dans la famille élargie, tonton, grand-mère ou parrain, marraine, qui ne sont pas accompagnés. Et donc, quand Madame la Ministre parle de nouvelles places qui sont ouvertes dans les services d'accompagnement, d'accueil familial, c'est avant tout ces accompagnements-là qui seront faits. Donc, c'est très bien pour les enfants et pour les familles qui accueillent, enfin de ne plus être tout seul et de pouvoir être accompagné. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir 100 places qui vont s'ouvrir. Il n'y en aura peut-être pas qui vont s'ouvrir. Être famille d'accueil, c'est un fameux défi d'accueillir un enfant qui n'a pas toujours une sécurité de base bien construite, qui est souvent dans un sentiment d'abandon. C'est quand même un fameux job. Et donc les services dont le rôle est de rechercher des familles d'accueil et de les sélectionner, ne vont pas en 5 minutes trouver 100 nouvelles familles d'accueil. Il y a très très souvent des recherches qui sont faites, des lancements oui, on avait fait d'ailleurs une émission il y a quelques mois là-dessus, effectivement, pour recruter des familles d'accueil. Voilà, les familles d'accueil ne courent pas vers les services en disant voilà, on s'ennuyait et on est prêt à. Donc c'est une petite solution, mais qui n'est pas du tout à la mesure des besoins. Je pense que si, vu de mon point de vue, il faut qu'on ouvre d'abord des places en hébergement pour accueillir les enfants dont le diagnostic est déjà fait. Cela va libérer les services d'accompagnement qui, pour le moment, jouent les sparadraps. Parce que moi, comme mandant, quand je n'ai pas une place à offrir à un enfant qui doit être éloigné, je demande aux services d'accompagnement de rester quand même dans la situation pour faire le petit peu qu'ils peuvent, mais ce n'est pas leur job, ce n'est pas là qu'ils sont les plus efficaces. Si eux sont libérés parce que la place est donnée à l'enfant qui en a besoin, ils pourront faire un travail d'accompagnement, comme le décrivait M. Fro, qui permettra peut-être d'arriver à un placement. Et ça libérera aussi, par exemple, les AMO dont on n'a pas parlé, qui sont des associations en milieu ouvert, mais qui ne sont pas mandatées ni par les conseillers, ni par les juges, ni par les directeurs, et qui peuvent faire du travail de prévention. Aujourd'hui, ils remplacent parfois les services d'accompagnement qui n'ont pas assez de place. Donc, si chacun pouvait retrouver son rôle, ce serait déjà une bonne chose, et ça n'arrivera que si on ouvre des places pour permettre aux enfants d'y être accueillis. Je dirais à Bruxelles, en prenant en considération la grosse problématique du logement et du coût du bâtiment, qui va devoir être prise en considération. Madame Picard ? Mais ce que moi j'aurais ajouté également, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on ouvre toutes les places dont on a besoin maintenant que le problème va être réglé. Enfin, je veux dire, ça c'est un peu illusoire. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être aussi qu'on réfléchisse en amont de l'aide à la jeunesse, parce que nous, ce qu'on reçoit dans nos bureaux, dans nos situations, c'est des situations qui peut-être, si effectivement l'aide au niveau de la petite enfance, l'accompagnement précoce au niveau des situations fragilisées était mis en place, mais là c'est un défi de société. On est dans des situations où les familles sont de plus en plus précarisées socialement, économiquement. Le problème du logement, on en parle à Liège, il y a eu les problèmes des inondations, donc on a quand même pas mal de familles qui sont restées quand même sur le carreau par rapport à ça, qui étaient déjà fragilisées. Ça vient ajouter quelque chose en plus. Donc je dirais qu'il y a l'aide à la jeunesse, il y a Madame Glattini, mais je pense qu'il y a une responsabilité gouvernementale autour de la situation. Oui, et donc là, effectivement, la ministre Glattini, donc ministre de l'aide à la jeunesse, elle va organiser une table ronde dans quelques jours avec toute une série d'autres ministres en disant qu'effectivement, c'est une responsabilité collective. On peut dire que ce serait ça. S'occuper de nos enfants, c'est une responsabilité collective, c'est une responsabilité sociétale. Bien sûr, bien entendu. C'est notre avenir, c'est eux qui vont prendre le relais à un moment donné. Donc si on ne les soutient pas, je ne vois pas très bien comment notre société va évoluer. Merci beaucoup vraiment à tous les trois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.